Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour Télérama Dialogue, pour cette 11e édition de Télérama Dialogue. On va laisser les gens continuer d'arriver et s'installer tranquillement. Mais on va peut-être débuter tout de suite. Vous allez assister à une rencontre animée par Nathalie Chrome, qui est chef du service livre de Télérama et qui a choisi d'inviter l'autrice de l'un des livres les plus forts de cette rentrée littéraire, si ce n'est sans doute pour nous le livre le plus fort, qui faisait l'ouverture de notre dossier consacré à la rentrée littéraire dans Télérama au mois d'août dernier. Le livre s'intitule « Triste tigre » et l'autrice qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous, Neige Sino. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci à vous d'être ici et merci à vous, Neige. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Valérie le disait, c'est vrai que c'est le livre, vraiment. S'il y avait un livre qu'on avait envie de défendre à Télérama en cette rentrée littéraire, c'était le vôtre, Triste tigre, paru aux éditions POL. Vous avez retardé votre retour au Mexique où vous vivez pour être avec nous ce soir. Merci aussi vivement de cela. Comment parler de votre livre? Je ne sais pas si beaucoup parmi les personnes qui sont dans le public l'ont lu. C'est donc un livre dans lequel vous revenez sur votre enfance et les viols répétés que vous avez subis enfant de la part de votre beau-père. C'est un récit, mais ce n'est pas qu'un récit. Disons qu'il y a du récit dans le livre, mais c'est aussi, il me semble-t-il, un livre qui interroge, un livre qui pose beaucoup de questions, un livre qui déconstruit beaucoup. C'est vraiment typiquement un livre qui pense, et c'est aussi pour ça que c'est vraiment un livre important. Vous avez accepté de commencer par lire un passage pour qu'on soit pour entrer dans cette rencontre. Merci. Bonsoir. Donc je vais lire un passage du début. Il a aussi des bons côtés. Je me souviens de cette phrase que prononçait ma mère pour répondre à nos récriminations. Quand il partait travailler sur un chantier, quand il était absent quelques jours, parfois plusieurs semaines, nous étions si heureux. Nous parlions de lui, essayons de décortiquer ses humeurs, de trouver le moment de rupture qui conduisait à l'explosion, afin de pouvoir la prévoir et l'éviter. Nous faisions des plans pour que ça se passe mieux quand il rentre. Nous faisions le ménage obsessivement pour qu'il trouve la maison propre en arrivant. Je n'ai jamais dit un mot sur les abus sexuels, mais je critiquais furieusement tout le reste. Ses manies, les interdictions arbitraires qu'il nous imposait à tous, ses accès de colère, son insatisfaction. Ma mère répondait que nous ne pouvions rien faire pour le changer. Il ne changerait pas, c'était donc à nous de faire en sorte qu'il soit content, et il nous laisserait tranquilles. Comme un minotaure tout-puissant, il fallait le nourrir, le cajoler, le combler, et on pouvait alors espérer que sa rage ne se déverse pas sur nous. « Il faut regarder ses bons côtés », disait ma mère. C'est ce que les témoins qui sont venus parler en sa faveur ont dit au procès. Ils ne pouvaient pas soutenir qu'il était impossible qu'un tel homme viole un enfant puisqu'il avait déjà avoué. Sans cela, il l'aurait certainement dit. Il l'avait donc fait, mais en dehors de ça, il était super. La face cachée de la Lune est une abstraction. On a beau nous dire qu'elle existe, nous expliquer de manière rationnelle pourquoi on ne la voit jamais, cela reste difficile à croire. Car l'explication recèle une certaine logique, et en même temps, elle est parfaitement invraisemblable. La Lune tourne autour de la Terre, exactement au même rythme qu'elle tourne sur elle-même. Ce qui fait qu'elle présente toujours la même face à notre regard scrutateur. Ça semble un peu bizarre tout de même. Pourquoi elle ferait ça? Sur la face visible de la Lune, les êtres humains se sont projetés depuis toujours. Au Mexique, ils voient un lapin. On le voit parfaitement. Comme on ne peut jamais la regarder, on pense que la face cachée est dans l'obscurité. Or, les scientifiques démentent facilement cette interprétation. Les rayons solaires atteignent l'autre face de la même manière. Elle est éclairée, elle aussi. On nous dit qu'elle est très différente de celle qu'on voit depuis la Terre. La face visible est plane, composée de roches plates, lisses,
L'invisible est pleine de cratères, de montagnes, de volumes tourmentés. Pourtant, elle reste obscure pour la plupart des gens. L'obscurité n'est pas une question d'éclairage. L'explication ne suffit pas. Le discours ne suffit pas. Tant qu'on ne l'aura pas vu, on n'arrivera pas à y croire. Merci beaucoup. Les faits que vous racontez dans ce livre et sur lesquels vous réfléchissez longuement sont des faits donc, qui se sont produits quand vous étiez enfant, entre vos 7 ans et vos 14 ans à peu près. Ce livre, vous l'avez donc porté, j'imagine, depuis longtemps. Vous dites dans le livre à plusieurs reprises que vous n'avez pas vraiment envie de l'écrire. Vous faites même une liste des raisons pour lesquelles il ne fallait pas l'écrire. Qu'est-ce qu'il a fallu, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture néanmoins de ce livre? Oui, c'est assez curieux. Je ne voulais pas écrire à la première personne. Je ne me suis jamais interdit d'écrire sur la maltraitance, sur les violences faites aux enfants, sur même ma propre expérience. Mais je ne voulais pas porter ça comme mon histoire et raconter mon histoire, raconter ma vie. Ça me dégoûtait, ça ne me plaisait pas du tout cette idée. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire ce texte sans vraiment me rendre compte que j'écrivais à la première personne. Mais par contre, j'ai compris tout de suite que ce que j'étais en train de faire, c'était pas raconter mon histoire. C'était raconter ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a été victime dans son enfance, qui aujourd'hui est adulte et qui analyse, qui essaye de penser ce qui lui est arrivé. Et quand j'ai compris que j'allais faire ça, je me suis rendu compte que ça allait être possible. Et là, le livre, tout d'un coup, s'est mis à exister. Quand je vous avais rencontré au mois de juin, au début enfin quelques temps avant la parution du livre, vous me disiez qu'en fait ce livre, il n'y avait pas eu un travail de reconstruction, qu'il était quasiment dans votre tête, comme on peut le lire aujourd'hui dans le livre, enfin une fois publié. Oui, disons que j'avais une idée très précise de ce que je voulais. J'avais une idée rythmique de ce que je voulais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une construction. Il y a une construction, ensuite j'ai beaucoup corrigé. Mais je n'ai pas voulu faire un plan parce que je voulais avant tout une grande fluidité dans la lecture. Je voulais qu'on me suive jusqu'au bout. J'avais cette idée que comme c'était des idées complexes et des idées qui doivent être abordées depuis plusieurs points de vue différents, je ne voulais pas qu'on abandonne la lecture en plein milieu. Et donc, effectivement, j'avais l'idée d'un moment de pensée dans ma tête. Et après, à partir du moment où je me suis mis à l'écrire, je savais aussi que j'avais plein de choses à porter de main. Puisque, comme vous dites, je l'ai porté, c'est-à-dire que j'ai toutes ces choses qui sont là dans le texte, ce n'est pas des références que j'ai trouvées au fur et à mesure, vraiment. C'est des façons que j'ai de réfléchir à ce sujet. Des fois, j'ai des souvenirs, donc je fais ça de façon narrative en pensant à mon histoire. Mais des fois, je fais appel à des philosophes. Des fois, j'ai besoin de m'écarter de tout ça, de faire appel à des archives, à des écrivains, à des histoires. Là, le truc de la Lune, toutes ces choses-là, c'est des outils que j'avais à ma portée et que je savais que j'allais les utiliser. Donc, d'un côté, effectivement, je ne voulais pas qu'on perçoive une construction linéaire. Je voulais qu'on ait l'impression d'un espèce de magma. Et même au départ, je n'avais pas mis de sous-titres. Je voulais vraiment qu'on soit pris dans un magma de pensée. Ensuite, j'ai voulu introduire un peu des respirations. Et la construction, elle est venue à ce moment-là en me disant, d'accord, ça ne va pas être complètement linéaire, mais il va y avoir comme une spirale dans le texte. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est même plus que cyclique. On a l'impression d'une spirale qui fait que certains motifs reviennent, certaines interrogations reviennent, formulées différemment, éventuellement avec d'autres mots. Mais il y a effectivement cette construction que vous n'avez pas été, que vous n'avez donc pas voulu ordonner parce que c'est pas non plus un essai. Non. Même si moi, comme lectrice, il m'a semblé que c'était davantage peut-être un essai qu'un récit, néanmoins, un essai littéraire. Mais vous avez quand même tenu à ne pas lisser la forme, en fait. Comme vous dites, à ne pas la tirer, mais à l'enrouler.
Je comprends que vous le perceviez comme un essai parce que moi-même, j'ai voulu faire un travail de pensée. C'est une pensée en mouvement. J'ai voulu rendre compte d'une pensée ou en tout cas d'une façon de réfléchir qui inclut du récit, mais qui est avant tout un mouvement intérieur. C'est comme un espèce de monologue intérieur ou d'une adresse à quelqu'un, mais qui est construit comme une pensée avant d'être une histoire. Et en ce sens-là, ça se rapproche quand même beaucoup de l'essai, mais je voulais pas que ça soit un essai universitaire. Je voulais pas non plus qu'il y ait alors petit 1 l'histoire, petit 2 l'analyse. J'ai pas voulu même. J'ai écrit des sous-titres pour donner au lecteur, à la lectrice, une possibilité de trouver des repères dans mon texte, mais j'ai pas voulu faire des séparations et aller jusqu'au bout d'un thème. Le silence, par exemple, on peut dire non, le silence de l'enfant abusé, le silence de l'entourage, le silence de la famille, le silence qui revient quand on raconte son histoire, le silence qui est aussi un refuge. Toutes ces sortes de silences, j'ai pas voulu faire un chapitre sur le silence, mais ça revient et ça me paraissait aussi une façon assez juste de rendre compte de comment ça se passe quand on a une expérience comme ça, qu'on sait qu'on ne va pas la comprendre et qu'elle revient quand même obsessionnellement encore et encore de toutes sortes de façons possibles. Mais quand vous dites qu'une expérience dont on sait qu'on ne va pas la comprendre, quand vous entreprenez ce travail d'écriture, vous savez qu'il y a quelque chose qui va résister, ce travail de pensée que vous entreprenez, il y a quelque chose qui va résister à votre compréhension. Mais oui, puisque c'est l'expérience de toute ma vie. J'ai 46 ans, j'ai été abusée au début, j'avais 6 ans, donc on va dire il y a 40 ans. Et donc toute ma vie, j'ai eu ce désir de comprendre et cette impossibilité de comprendre. Et c'était vraiment une clé pour moi pour créer l'énergie du texte. C'est une question existentielle qui se répète dans le discours des victimes et des gens qui se questionnent sur le sujet, cette nécessité de comprendre, tout en sachant que c'est un peu absurde, puisque les prédateurs eux-mêmes ne comprennent pas vraiment leurs actes, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de comprendre, tout en sachant que c'est un peu... qu'on fera que faire le tour de quelque chose. Mais en même temps, ce désir, c'est un désir qui porte l'écriture. Et je le dis au tout début, je dis je ne comprends toujours pas. C'est comme un peu une conclusion de ma première page. Mais évidemment, on sait que c'est pas en écrivant le livre que je vais comprendre et que le lecteur, la lectrice va comprendre non plus. Mais il faut l'écrire quand même. Il faut écrire quand même. Tout le livre est écrit complètement dans un paradoxe qui est contenu dans ce quand même. Il y a beaucoup d'interrogations dans le livre même sur la forme et le genre. C'est vrai que on est amené en vous parlant à parler du genre de ce texte parce que c'est aussi une question que vous vous posez de façon récurrente. C'est un livre qui ressasse, on peut dire, sans que ce soit du tout lourd. Mais c'est vrai que c'est un livre qui quand une question n'est pas bouclée, aime y revenir. Et donc la question du genre du texte, vous revendiquez à plusieurs moments dans le livre le mot de témoignage, et vous dites des choses très, très justes et très déstabilisantes sur le témoignage, genre auquel, enfin témoignage pareil, témoignage pensé, mais genre auquel que vous trouvez trop minoré et auquel vous aimez vous rattacher. Ça a évolué au fil du livre. Au début, à un moment donné, je me dis, c'est un témoignage, c'est une injonction pour ne pas écrire dans une langue trop correcte. Mais c'est aussi une façon de déprécier mon propre travail en disant, c'est pas un texte trop littéraire, c'est pas la peine de faire attention aux répétitions, je vais les mettre, puisque le genre dans lequel je m'inscris, puisque je suis en train de raconter mon histoire, c'est un peu un sous-genre. Et c'est quelque chose qui travaille tout le texte et qui change au fur et à mesure. Je pense que ma propre perspective, elle a changé au fur et à mesure du texte. Et cette communication, cette interrogation qui est partagée avec le lecteur, la lectrice, c'est quoi ce texte? Vous l'appelleriez comment? Il évolue au fur et à mesure et il arrive à la fin à cette question de pourquoi est-ce que je ne veux pas appeler ça un témoignage? Pourquoi ce ne serait pas un témoignage? Qu'est-ce qu'il y a d'inférieur? Qu'est-ce qu'il y a d'humiliant dans l'idée
d'écrire un témoignage. Alors que témoigner, ça n'est pas quelque chose de honteux, ça n'est pas quelque chose d'humiliant. C'est quelque chose qui peut avoir un... Ça demande du courage, mais pas seulement du courage, ça demande de faire appel à toutes sortes d'outils, à toutes sortes de talents, à toutes sortes d'énergie pour arriver à sortir du rien et du silence sidéral qui se trouve au milieu de cette expérience indicible. Ça demande, c'est pas rien. Et donc du coup, je le revendique un peu à la fin, cette posture de quelqu'un qui a vu quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui est allé quelque part où d'autres personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas aller, et qui essaie de faire venir au jour ce qu'il a vu. Et vu comme ça, c'est plus déprécier mon travail, c'est l'inverse, c'est me donner une mission qui est même impossible, mais qui, ben là, évidemment, j'ai envie d'aller là, si je l'aborde de ce côté-là. Et témoigner, c'est aussi souvent, au-delà de son propre cas, parler pour d'autres. C'est pas forcément ne parler que de soi, ou en tout cas, c'est essayer de dire quelque chose de collectif, à un groupe de personnes, mais de dire aussi quelque chose de collectif, une expérience qui arrive à d'autres. Il y a ça aussi dans votre texte. C'était compliqué, hein, parce que si je sais que je ne peux pas parler à la place des autres. Et j'en suis très consciente, et c'est vraiment un écueil qui me guettait tout le temps dans l'écriture. Je ne veux pas me donner un exemple. Je ne veux pas me faire l'illusion que mon cas représente tous les cas et que je sais tout sur le sujet. C'est absolument impossible, ça serait injuste et ça serait comme gâcher cette quête que j'ai. Donc c'est un écueil, mais d'un autre côté, si je me dis je ne parle que de mon expérience, je ne parle que de moi, je ne peux ramener mon histoire à rien d'autre que cette histoire, ça m'enferme dedans. Et là, je me retrouve à faire ce que je voulais absolument pas faire, qui est la chose la plus douloureuse, de raconter mon atroce histoire personnelle à tout le monde. Et donc, là aussi, j'essaie de me situer à la frontière. Le fait que j'ai eu des lectures, que je me sois projetée dans d'autres textes, que je sois au courant, comme nous tous, des chiffres des violences sexuelles faites aux enfants. Je sais que mon histoire n'est pas unique, elle est singulière, mais d'un autre côté, il y en a tellement des histoires comme ça. Donc ce cheminement de pensée, il m'amène à dire, je ne veux pas parler à la place des autres, mais je suis aussi un individu dans un collectif, et nous sommes nombreuses, nous sommes nombreux, et je peux, au fur et à mesure du texte, approcher un peu cette parole qui représente un peu le vécu d'autres gens. C'est un livre, on le sent en vous écoutant parler, on le sent aussi en lisant votre livre, Nashino, c'est une sorte de grand souci, de grand scrupule en fait, de grand souci de l'autre, une sorte de souci de justesse aussi. Est-ce que le scrupule, c'est un sentiment, je ne sais pas si c'est un sentiment, le scrupule d'ailleurs, enfin, est-ce que c'est un état dans lequel je ne sais pas si je l'ai vu vraiment comme ça, parce que comme j'avais cette idée d'une vitesse de lecture et d'un rythme puissant, je voulais qu'on soit emporté quand même dans cette lecture, donc je ne pouvais pas avoir trop de scrupules. Mais par contre, quand je vois que je me dirige vers un écueil, quand je vois que je me dirige vers quelque chose que je ne souhaite pas, je retourne en arrière. Donc dans ce sens-là, oui, il y a beaucoup... j'essaye de ne pas aller là où je ne veux pas aller. Et si j'y vais un peu, je retourne en arrière et je rencontre dans mon texte de l'autocritique, de « attention là, je m'emballe » ou « attention là, je vais trop loin » ou « je ne vais pas assez loin » ou toutes ces choses-là, je suis dans un dialogue avec cette, je ne sais pas comment l'appeler, cette quête ou cette... parce que je ne sais même pas exactement quel est le but que je me suis fixé. Je me suis fixé, comment dire, un principe d'honnêteté, presque un truc moral, un contrat
vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon lecteur, ma lectrice, qui m'engage à pratiquer constamment cette autocritique. Donc cette sensation de scrupule, je pense qu'elle vient de là, et aussi du fait que je ne veux pas agresser. Je trouvais ça dommage d'avoir tous ces outils à ma disposition et de placer le lecteur, la lectrice dans une position de sidération. Je voulais que mon lecteur, ma lectrice, soit comme moi, dans une possibilité de penser. Et quand on est sous la sidération, on ne peut pas penser. Donc il fallait que je protège un peu. Ça ne veut pas dire que j'élude ou que je ne veux pas aller vers la violence. Des fois, il y a des moments de violence. Mais je pense que si j'avais été dans cette perspective de ne pas retenir l'agression, j'aurais pas été dans ce sens-là de la pensée. À un moment donné, vous employez le mot enquête également. Vous dites que ce livre voilà, est aussi une enquête, qui serait une enquête non pas sur des faits, mais peut-être une enquête plus, comment on va dire, éthique, métaphysique, une enquête. Quel type de On peut le quête? voir comme ça. J'ai voulu employer beaucoup de termes pour aborder différents genres littéraires. L'enquête, le reportage, c'est aussi des genres littéraires. Et c'est aussi des genres littéraires qui ont leur beauté, qui ont leurs principes conducteurs, qui ont certaines énergies. Et mon texte est à la frontière de tout ça. Ça n'est pas une enquête. Ça n'est pas une confession. Ça n'est pas un essai. Tout ça, ça ne l'est pas. Mais d'un autre côté, je me permets de m'intéresser à tous ces possibles. Et l'enquête, je trouve ça fabuleux. Je suis très fan de Roberto Bolaño qui perçoit un peu les écrivains, les lecteurs comme des détectives, c'est-à-dire comme des gens qui sont animés par une quête de vérité. Un détective, c'est quelqu'un qui cherche au-delà des apparences, qui essaie de amener à lui des informations et de les analyser, d'en faire une synthèse. Donc je trouve que c'est un personnage intéressant et c'est un personnage un peu pop aussi qui dédramatise cette question de la vérité. Cette question de la vérité, elle est très sombre, elle nous habite et on sait qu'on ne va pas y arriver. Et il y a aussi un peu un côté... Faire une enquête, c'est un jeu de pistes. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup et ça me plaisait de pouvoir utiliser cette liberté très grande que donne la non-fiction. Parce que bon, s'il y a un genre auquel on peut éventuellement se rattacher là dans un texte comme ça, c'est de la non-fiction. Après, toute la non-fiction, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un genre où il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Et ça m'a semblé... ça m'a porté pendant toute l'écriture. Et justement, est-ce que le climat, si je puis dire, ambiant de la création littéraire aujourd'hui, où l'on voit qu'effectivement les livres les plus, peut-être les plus forts, les livres qui, en tant que lecteurs, souvent nous attachent le plus aujourd'hui, sont peut-être effectivement plus du côté de la non-fiction et des formes hybrides que du côté classique du roman ou du récit. Effectivement, la vivacité de la littérature aujourd'hui se situe du côté de cette hybridation, de ce mélange des genres. Je ne sais pas trop pour moi. Je suis une lectrice de fiction. Et je ne vais pas arrêter d'être une lectrice de fiction. La non-fiction, c'est quelque chose d'assez récent, que je suis en train de découvrir, même encore maintenant, comme si j'étais encore en train d'écrire le livre. Je suis en train de lire le texte de Anne Boyer, Celle qui ne meurt pas, par exemple, qui est une poétesse qui a écrit un texte de non-fiction qui raconte une expérience personnelle d'un cancer du sein. Mais ah là là.
On a le temps, hein, tout va bien. Mais les lectures qui m'ont marqué ces dernières années, ça reste quand même des non-fictions. Mais je pense que c'est parce que j'avais cet intérêt dans l'écriture que je me suis approchée de ces textes-là. Je vais y arriver. Mais j'ai une passion pour les formes. Donc c'est pour ça que je me suis approchée de ça aussi, parce que j'aime expérimenter les formes. Et je trouve ça fabuleux, par exemple, tous ces livres qui s'écrivent en vers libre en ce moment. Donc c'est pas seulement la non-fiction, il y a de la créativité dans toutes sortes d'approches différentes de la forme, et il y a de la créativité dans le roman traditionnel et dans la nouvelle. Et je crois pas qu'on peut faire des séparations comme ça. Moi, je serais ravie de retourner vers le roman, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais en tout cas, je lis toujours des romans avec... Je suis enrichie par la non-fiction que je lis. Par exemple, ce texte de Anne Boyer, je sais qu'il va enrichir la lecture des fictions dont elle parle. Je vais lire les textes dont elle parle sur le cancer du sein à partir de son regard, qui est un regard hybride de quelqu'un qui raconte une expérience autobiographique et qui fait une enquête. Donc je crois qu'on tout s'enrichit mutuellement. Parmi les questions que vous soulevez, pour en rester encore sur la forme, il y a aussi celle de la beauté. Tout à l'heure, j'ai presque hésité à employer le mot littérature, parce que effectivement, pour moi, Triste Tigre est évidemment de la littérature, mais je ne sais pas si vous acceptez ce terme ou vous le revendiquez, en tout cas sur la beauté. Vous écrivez ceci: il me semble que se servir du malheur, de la torture, de l'abject pour produire un objet esthétiquement valable a quelque chose de moralement assez laid, surtout si l'on n'invente pas, si on se sert d'une souffrance réellement vécue par des êtres de chair. Faire de la beauté avec l'horreur, est-ce que ce n'est pas tout simplement faire de l'horreur ? C'est des questions que je me pose à moi-même, en me disant, voilà ça, si je fais de mon histoire un objet esthétiquement valable, si je fais accéder à quelqu'un, un lecteur, une lectrice, à une expérience esthétique qui est fondée sur l'atroce, qui est fondée sur l'indicible de ce que j'ai vécu, est-ce que je ne vais pas le regretter ? Est-ce que ça ne va pas me sembler une faute artistique ? Donc j'ai pas de conclusion là-dessus. C'est vraiment des questionnements que je me suis posés au fur et à mesure. Après, la question de la littérature, ce qui m'a semblé intéressant de questionner là, c'est: est-ce qu'on sait a priori ce que c'est la littérature ? Est-ce qu'on peut faire une liste de critères avant de lire un livre, s'il est comme ci, comme ça, s'il est bien écrit, s'il parle d'un sujet intéressant, s'il est... Je ne sais pas. Est-ce que ça existe vraiment ? En réalité, la littérature, pour moi, elle se définit a posteriori. Elle se définit dans une expérience de lecture. Quand je lis un texte qui a une certaine puissance, même si je le trouve dans un lieu qui n'est pas nécessairement un lieu de littérature, c'est ça pour moi la littérature. C'est un texte qui fait quelque chose de plus que le texte, qui dit ce qu'il ne dit pas, qui me fait vivre quelque chose. Et ça suffit pour moi, ça, comme définition. Donc, du coup, je ne peux pas le définir a priori. Et un texte qui ne me fait rien, peut-être qu'il est de la littérature pour quelqu'un d'autre, mais moi, il ne rentrera pas dans ma liste. Il y a évidemment un thème qui moi, m'a semblé central, et évidemment dans ce texte, qui est la question du mal, et plus exactement la question de la frontière, la question de la limite entre le bien et le mal, la question de ce qui sépare la victime et le bourreau, qui est
un peu ce qu'évoque votre titre pour les personnes qui ont lu le livre Triste Tigre. Ça vient c'est un fragment d'un poème autour de cette thématique-là. Est-ce que c'est central aussi pour vous, en fait, quand vous êtes en train d'écrire? Est-ce que pour vous aussi, cette question, elle est quelque part latente en permanence, oui, et exprimée exprimée de différentes manières et prenant différents motifs? Oui, bien sûr. Au début, quand je dis « je ne comprends toujours pas », je ne me réfère pas à mon histoire personnelle, en fait. Je me réfère à ça, je me réfère à ce mystère de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un peut commettre un acte qui est le mal radical. C'est effectivement qu'est-ce que je comprends pas. C'est pas que je comprends pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé dans la tête de mon beau-père quand il abusait de moi. Ce que je ne comprends pas et ce qui me questionne jusqu'à la fin du livre et qui me questionne au-delà du livre, c'est ça, c'est le mal, quoi. Alors évidemment que je vais pas comprendre ça, mais j'ai des clés puisque j'ai vécu une expérience d'un mal extrême, de quelque chose de très très obscur. Je peux essayer d'aller là et de rester le plus près possible de ce questionnement fondamental. Des fois, je m'en éloigne un peu, justement, comme on disait tout à l'heure, par des choses qui sont des respirations ou une construction formelle, mais le livre entier, il est porté par cette interrogation, ça c'est sûr. Sur la victime et sur le bourreau, quand je vous avais rencontré, interviewé au mois de juin, vous me disiez que peut-être que le principal rôle positif qu'a eu le procès, puisque votre beau-père, vous l'avez dénoncé quand vous aviez une vingtaine d'années, il a été jugé, il a été en prison. C'était donc quand même le procès qui ne vous a pas sauvé, qui ne vous a pas guéri, qui évidemment a eu un effet limité. Il avait quand même sur vous eu cet effet-là de faire que vous avez bien compris que vous étiez la victime. Pardon, je schématise un peu sans doute. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, il y a plein de choses qui se passent dans un procès. Hein. Ça me semble j'allais dire une institution, mais ce n'est pas vraiment la question de l'institution. C'est la possibilité de mettre à plat tout ce qui s'est passé, de donner plusieurs versions d'une même histoire et d'être tous ensemble, les avocats, le jury qui est composé, donc dans un procès d'assises, c'est un jury populaire, il y a, je ne me rappelle plus combien, mais une dizaine de personnes, les juristes, l'avocat de la défense, tous ces gens qui sont là à se poser la question de quelle va être la version acceptable de cette histoire. C'est très important. Ça a été pour moi, en tout cas, à ce moment-là, très important. Et que cette version-là mette le coupable à sa place, évidemment, pour moi, ça m'a permis d'avancer. Après, il y a des procès où, malheureusement, le coupable n'est pas mis à sa place. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que le procès en lui-même est ce qui permet ça. Dans un cas particulier comme le mien, où mon beau-père a avoué et où donc il n'y a pas eu de question de qui était la victime parmi les deux, puisque on n'a pas questionné, on n'a pas imaginé que je pouvais mentir. Dans ce cas-là, pour moi, ça a permis de valider une histoire qui restait dans un magma, dans une obscurité mentale, que tout d'un coup, ça sorte de moi et que ça soit reconnu par les autres comme étant une vérité possible. Donc oui, effectivement, le fait d'avoir été reconnu comme victime, on peut dire, et lui reconnu comme agresseur, et tout le monde autour reconnu comme des gens qui n'avaient rien vu, enfin toutes ces choses-là que je percevais à l'intérieur de moi dans ma colère, dans ma solitude, le fait que ça soit mis à plat et reconnu et validé d'une certaine façon par un tribunal, par la justice, ça a été très important.
Après, évidemment, ça ne fait pas tout. Pour rester sur cette question de la victime et du bourreau et du bien, du mal et de la frontière, il y a une scène qui a marqué, je pense, toutes les personnes qui ont lu le livre, qui est une scène où vous êtes avec votre petite fille et vous êtes toutes les deux, elle va se coucher ou quelque chose comme ça. Vous la caressez, vous lui caressez le dos pour l'apaiser. Elle est fatiguée, elle est nerveuse. Et c'est un moment extrêmement fort, assez difficile à décrire si on n'a pas lu le livre, où on a l'impression qu'effectivement, vous poussez très très loin la question, l'interrogation sur la limite. Et en même temps, du coup, on la voit très bien où elle est la limite entre le bien et entre le mal, entre la décision de basculer ou non du côté des bourreaux. Oui, ça me semblait important de raconter. J'avais plusieurs options, hein, j'ai choisi cette scène. De raconter une scène quelconque d'une vie de famille, parce qu'il y en a tellement quand on est parent, quand on est responsable d'un enfant, même quand on est prof, quand on est instit, quand on est entraîneur dans un club. Tous ces moments où l'enfant est dans une vulnérabilité absolue, il ne le sait pas, et nous, on est adultes et on sait qu'on pourrait abuser de cet enfant. Et donc, là, c'est construit presque comme une scène de fiction. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment. Hein. Je n'ai pas mis du tout de scène inventée dans ce texte. Mais pourquoi je dis ça, que je l'ai construit comme une scène de fiction? Parce que j'ai mis beaucoup de détails. Et là, je voulais qu'on y soit. Je voulais que le lecteur, la lectrice soit avec moi dans cette chambre avec ma fille où elle est en train de s'endormir. Je lui caresse le dos. Et je me dis, si je voulais faire des attouchements sur elle, elle ne réagirait pas. Si elle réagissait, je pourrais lui faire du chantage. Là, j'ai la possibilité, comme 1000 fois dans ma vie avec ma fille, de commettre cet acte atroce. Et je me pose plein d'autres questions. Je me dis, est-ce que j'ai en moi de commettre cet acte atroce? Est-ce que c'est si atroce que ça si personne s'en rend compte? Est-ce que c'est pas quelque chose qui me rendrait surpuissante? Est-ce que si je faisais ça, je passerais pas d'un autre côté? Et en passant de cet autre côté, je deviendrais une autre personne? Enfin, toutes ces questions-là qui sont horribles et que souvent on n'ose même pas s'avouer à soi-même qu'on les pense. J'ai une amie qui m'a écrit après avoir lu cette scène, elle a lu le livre entier avant qu'il soit publié, et elle m'a téléphoné pour me parler seulement de ça, pour me remercier d'avoir mis des mots sur quelque chose qu'elle vivait en permanence et qu'elle n'osait pas s'avouer. Et voilà, c'est pour ça que, disons que ça a confirmé pour moi l'importance de faire ça, parce que je ne suis pas la seule à avoir des idées comme ça. Et parce que ça met le doigt sur quelque chose de très complexe. Et je voulais aller vers des choses très complexes, qui sont voilà, des questions qu'on a tous quand on est tous dans des relations de pouvoir les uns avec les autres, des relations où on peut être dominé, où on peut devenir dominant. Et moi, ça m'importe cette question du libre arbitre. À un moment donné, il y a une décision. Pour moi, il y a une décision à ce moment-là de, bien sûr que non, je ne vais pas faire l'expérience juste pour voir ce qui se passe. Bien sûr que non, je ne vais pas passer de ce côté-là. Je ne le souhaite pas, mais je sais que c'est possible. Oui, c'est ça, c'est vraiment la question du libre arbitre, pardon, et de la décision qui effectivement par la forme, par la façon dont vous le racontez, par une sorte de lenteur comme ça, est assez vertigineuse. Ouais. Il y a peu de dans le livre, il y a plus de questions que véritablement de récits. Comment vous avez choisi ce que vous racontez véritablement, ce que vous décrivez, j'ai envie de dire, et ce que vous combien il en faut de récits pour porter la réflexion que vous voulez porter. C'est compliqué, j'en ai mis, j'en ai enlevé.
C'est une facilité, le récit, dans un texte comme celui-ci, on va dire. Parce que, comme c'est des récits qui s'adressent à des émotions très violentes, je sais que je peux, pas manipuler, mais entraîner mon lecteur, ma lectrice, dans mon raisonnement, sans doute possible. On me suit, là, quand je raconte un truc comme ça, ou quand je raconte une scène d'abus, ou quand je raconte une scène qui se passe dans mon enfance, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est important, ça permet d'atterrir des choses concrètes. Mais puisque je voulais partager un questionnement, on en sort assez vite. On en sort et on revient à ma pensée. Et ça reprend sa place de éléments parmi d'autres, éléments pour réfléchir, souvenirs qui doit être repensé. Ça vient jamais tout seul comme ça. Ce thème du passage à l'acte, il revient sous d'autres formes. Il revient notamment à travers l'analyse d'une nouvelle écrite par quelqu'un d'autre, avec à nouveau quelqu'un qui choisit de ne pas passer à l'acte. Et donc, oui, il a fallu que j'équilibre. J'ai eu beaucoup de questionnements. J'ai beau l'avoir écrit vite et je voulais ce rythme. Je me suis posé la question tout le temps qu'il y ait un espèce d'équilibre, même si ça a l'air chaotique, c'est pas vraiment chaotique pour moi. Je perçois différentes textures dans le texte. On perçoit aussi différentes, je sais pas comment dire, tonalités, atmosphères. Il y a des moments où la tonalité est en colère. Il y a des moments qui sont plutôt drôles. Il y a des moments où on est dans une certaine douceur. Parfois même des moments où on est proche, peut-être le plus proche qu'il soit possible d'une forme, pas de sérénité, mais de calme, on va dire. Est-ce que ce climat changeant dans lequel baigne votre livre reflète quelque chose, je ne sais pas, du moment où vous l'avez écrit ou de votre tempérament ça fait complètement général. partie de la composition du livre. Alors, le livre a été écrit constamment dans la colère, constamment dans la tristesse, constamment dans l'apaisement. Tout ça, c'était toujours présent. Mais au niveau de la composition, je n'ai pas voulu être tout le temps dans la même tonalité. Donc, pareil, je reviens en arrière. Je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est construit. C'est-à-dire, quand je vois que je suis trop dans la colère, ça s'apaise. Quand je vois qu'il y a un endroit où ça devient très mélancolique, très triste, je refuse pas d'y aller. Mais j'essaie de le rattraper. À un moment donné, je suis dans un constat très triste de me dire... je suis vraiment en train d'exposer le fait que la vie d'un enfant qui a été abusé, c'est une vie foutue. Quand je suis dans ce questionnement-là, j'ai pas été sauvée par la littérature, j'ai pas été sauvée, je suis pas sauvée. Je me rends compte, par exemple, que j'arrive là dans une grande tristesse j'ai voulu la mettre dans le titre, donc c'est quand même très important. Mais c'est justement à ce moment-là où je me dis, c'est là qu'il faut que je mette les souvenirs heureux dont je voulais parler, parce que je voulais en parler, mais je décide de les mettre juste après ça, parce que c'est une question de point et contrepoint. Et donc après cette tristesse-là, je raconte et je me souviens que même si ma vie a été complètement détruite, il y a eu des espaces dans mon enfance où j'ai été heureuse, où j'ai vécu des moments fabuleux avec mes frères et sœurs dans la nature. Et je raconte ça très dans le détail parce que ça se superpose et ça existe aussi. Mais on n'a pas l'impression d'être dans un magma jamais. Je pense qu'effectivement, là, il y a beaucoup de contrastes, mais on sent beaucoup de construction et on sent qu'effectivement, encore une fois, ces répétitions sont dictées par une dynamique particulière à ce texte. Au stade où nous en sommes de la discussion, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Le temps passe assez vite. Quelqu'un peut poser une question à Neige Sino parmi vous. On voit pas bien, donc... Oui, j'ai peut-être un micro qui va venir vers vous. Il y a un micro qui vient. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, quand vous avez pensé écrire ce livre, c'était
une sorte de besoin ou d'envie qui s'imposait, ou est-ce que vous aviez en tête une finalité? C'est-à-dire que, est-ce que pour vous, la question s'est posée de savoir si ça pouvait servir à quelque chose, et est-ce que ce à quoi ça pouvait servir a fait partie de votre motivation dans l'écriture? Merci. Merci, madame. Alors, je me souviens, quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'ai commencé comme mes autres livres. Je pense que comme la plupart des gens qui écrivent, on ne commence pas avec un projet. C'est très rare pour moi d'avoir un projet. Donc, j'ai commencé à écrire un texte sans me poser la question vraiment ni de ce que c'était, ni de ce que j'en voulais. Mais au fur et à mesure de l'écriture, effectivement, tous ces questionnements-là sont arrivés. Et j'ai souhaité les faire figurer au fur et à mesure. Et surtout à la fin. Et d'ailleurs, la question de à qui ça sert, pourquoi je fais ça, c'est des questionnements qui arrivent à la fin, parce que le livre est en train de se construire. Et je me rends bien compte que il a plusieurs aspects. C'est un livre, mais c'est aussi une boîte à outils. C'est aussi des questions qui peuvent être utilisées par d'autres personnes. Et donc, effectivement, ça, en cours de l'écriture, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas? Si ces questions-là sont utiles à quelqu'un d'autre, qu'elles soient le plus clairement formulées, qu'elles soient le plus juste possible. Et ça serait pour moi une grande joie que ça serve. Mais disons que ce n'était pas un objectif. C'est comme quelque chose qui se produit au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a la question du mal absolu. Et quand vous êtes avec l'enfant et qu'il y a la possibilité d'un attouchement, est-ce qu'à ce moment-là, la question du mal se pose là? Est-ce que, oui, on passe dans autre chose peut-être, mais est-ce que là, puisque la question, une grande question du livre, c'est le mal, est-ce que là, à ce moment-là, la question donc, le mal est en moi, et je peux le faire, ou je peux le retenir. Enfin, je peux ne pas aller dans le mal. Est-ce que le mot mal, le mal, est-ce on passe une porte, vous avez dit une porte, mais est-ce que ailleurs, mais est-ce que la question, donc je suis un monstre si je le fais? Ça, tout se mélange à ce moment-là. Et je pense que la question du passage à l'acte, c'est ça. C'est un moment où tout est là. C'est la puissance, c'est le contrôle, c'est le mal, c'est la transgression, c'est la destruction. Se rendre tout puissant, tout est présent à ce moment-là. C'est pour ça que ça en fait un instant où tout est contenu. Mais moi, je pense que oui. Je pense que pour moi, et même dans l'autre texte que je cite, c'est aussi la question du mal. Là, c'est plutôt la question. Le texte que je cite, c'est une nouvelle qui raconte une histoire d'un personnage qui a des fantaisies de meurtre, qui a une espèce de compulsion morbide à se mettre dans des situations où il pourrait éventuellement faire du mal à quelqu'un et qui se retrouve avec une arme et qui essaye de se rendre compte est-ce que je vais aller jusque-là. Et je pense que oui, c'est la question du mal. Lui aussi, il se pose la question comme ça. Il ne se pose pas la question de quoi d'autre. On sait que c'est mal. Et c'est ça qui fait que c'est une transgression plus grande. Et c'est ça qui fait qu'on deviendrait tout puissant. Si c'était juste un truc interdit, ça ne nous rendrait pas tout puissant.
Je vois pas comment on peut l'imaginer autrement. Je vois pas comment. Mais il y en a sûrement qui le perçoivent autrement, puisque quand on lit des témoignages d'agresseurs, de violeurs d'enfants, ils n'ont pas l'impression d'avoir fait le mal. Ils ont l'impression d'avoir fait une bêtise. Il y en a que je cite, qui sont des personnes qui ont été condamnées à de la prison pour avoir violé des enfants et qui disent la bêtise que j'ai faite, ma connerie, ah là je suis allée trop loin. Donc eux, ils n'ont pas l'impression que c'est une question du mal. Là, c'est peut-être quelque chose que je projette moi-même. Tout à l'heure, là, une spectatrice devant vous a dit, est-ce que vous aviez l'intention, une intention au moment d'écrire, et vous avez dit que vous, finalement, ça se situe à la fin de votre livre, que cette intention apparaissait au cours du livre. Depuis la rentrée, votre livre a rencontré un très beau succès, un beau retentissement dans les médias, et du coup, quelque part, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait, ce qui se passe depuis la sortie de votre livre ? Et plusieurs choses. De la surprise. Au début, j'étais surprise. Là, de moins en moins, je commence à me faire à l'idée. Ça me fait un peu peur. Tout à l'heure, j'ai vu une phrase là dans les toilettes, une phrase de Beckett qui dit j'ai peur de ce que mes mots vont faire de moi. Il y a 50 phrases dans les toilettes, mais bon, j'ai lu ça. Donc je pense que ça me parle. Je pense qu'il y a cette angoisse un peu de qu'est-ce que ça va faire en moi, qu'est-ce que ça va faire dans mon écriture, dans mon travail, d'avoir tout d'un coup des lecteurs, des lectrices, alors que jusqu'ici j'étais dans un circuit complètement minoritaire, donc il y a tout ça. Mais pour l'instant, le plus important pour moi, c'est une grande joie de voir qu'il y a une réponse à toutes ces... Alors il n'y a pas de réponse à mes questions, mais en tout cas... Ces questions sont reçues par des personnes qui se posent vraiment la question, et c'est une énergie fabuleuse pour moi. C'est une très très grande joie. Et c'est très riche, j'ai des échanges très intéressants, mais ici avec vous, dans les signatures. Et pour l'instant, ça représente une grande richesse de pensée. J'ai l'impression que je continue à écrire le livre, que je pourrais continuer encore dans cette réflexion pendant longtemps. Et qu'à chaque fois, c'est jamais fini. Il y a toujours d'autres aspects selon l'interlocuteur, selon la lecture, selon l'expérience de chaque personne. Parce qu'évidemment, quand je suis dans des signatures et tout, je suis face à des êtres humains qui ont des expériences singulières et qui ont souvent des expériences soit similaires à la mienne, soit dans notre entourage. En vérité, une personne sur 10, ça veut dire qu'on est tous plus ou moins entourés de ces expériences-là. Donc, qu'il y ait ces résonances, pour moi, c'est fabuleux. C'est très, très plaisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que le micro va arriver, qu'on vous entende bien. Du procès de votre père, est-ce qu'il a cherché à vous demander pardon ? Est-ce qu'il a exprimé des regrets ? Et s'il est encore vivant, quels sont les rapports que vous avez encore avec lui ? Avec votre beau-père, pardon. Alors moi, dans mon souvenir, mais c'est toujours pareil, le souvenir, je ne sais pas si c'est vrai. Dans mon souvenir, il n'a pas demandé pardon. Il a sûrement exprimé des regrets, parce qu'il n'était pas très heureux de se retrouver là et de faire 9 ans de prison. Mais dans mon souvenir, non, il n'a pas demandé pardon. Pourquoi est-ce que je ne m'en rappellerais pas? S'il l'avait fait, j'en sais rien. Non. Et aujourd'hui, non, j'ai aucune idée. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il vous dise pardon? J'ai une amie l'autre jour qui me racontait ça, qui me disait, elle a été abusée par un voisin. Et elle me disait, ses parents ont fait de leur mieux pour dénoncer le voisin et tout ça. Et elle a une sensation un peu étrange. Elle trouve ça dommage qu'il ne lui ait jamais demandé pardon, les parents.
Parce qu'on ne peut pas accorder son pardon si personne ne demande. Je ne sais pas si je l'aurais accordé, mais en tout cas, c'est quand même pas mal d'avoir la démarche de quelqu'un en face de soi qui demande pardon, qui propose cette possibilité. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle a existé, donc peut-être ça me renforce encore dans mon idée que de toute façon, il n'y a pas de pardon possible, qui est ma posture personnelle. Je n'ai pas voulu enfoncer ce clou dans le texte parce que je n'ai pas voulu donner mon opinion. Je pense qu'il y a tellement de situations possibles. Il y a des gens qui trouvent que c'est pardonnable, il y a des gens qui ont envie de pardonner. Moi, je trouve que ce que j'ai vécu, c'est impardonnable, et donc, il n'y a pas besoin qu'on me demande pardon, et moi, je ne veux pas donner mon pardon. Ma posture, elle est là-dedans. Mais effectivement, si le pardon avait été demandé, les choses auraient peut-être été différentes. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, on a le temps pour éventuellement une dernière question? Sinon, Laure, non. Toute dernière. Mais moi, je pense que ce serait tellement compliqué si c'est d'avoir vécu ça avec un homme. Donc j'entends que vous avez un enfant, donc c'est que vous avez rencontré un homme et que vous avez accepté de rencontrer un homme malgré ce qu'un autre homme vous avait fait vivre. Donc j'imagine que là, il y a dû y avoir un travail, un dépassement extraordinaire. Je ne sais pas si en dehors de ce temps très court, enfin, c'est un autre aspect. Je ne sais pas, je n'ai pas lu votre livre, mais ça me questionne, quoi. C'est comment on peut à la fois vivre une chose comme ça avec un homme et accepter qu'un homme vous prenne dans ses bras quelque temps après. Une personne sur 10 dans la société, une personne sur 10 qui a vécu ce que j'ai vécu. Ça voudrait dire un paquet de gens qui ne peuvent pas rencontrer un homme ou une femme. Ou, en vérité, la plupart d'entre nous, on a ensuite des vies un peu cassées, mais des vies où on se reconstruit d'une façon ou d'une autre, on a des béquilles, on boite, mais on a des amis, on a des amours, on fait nos vies, on fait nos études, on galère. Je sais pas, on est invisible. Là, tout d'un coup, je suis très visible parce que j'ai écrit ce livre et parce que vous me voyez aujourd'hui en parler, mais en vérité, personne ne se rend compte. On est combien dans cette salle? On est plus de 10 personnes, donc ça veut dire que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et on n'a aucun moyen de deviner, en vérité, puisqu'on en parle très peu. On fait des vies tout à fait ordinaires, la plupart d'entre nous. Donc, ce n'est pas une surprise que j'ai rencontré un compagnon et fait un enfant. Merci. Merci. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais est-ce que, en tant que mère, en tant que femme adulte, vous avez des antennes pour détecter si des enfants autour de vous... Non. Non. Je me questionne, hein, c'est une très bonne question, c'est une question que je me pose moi aussi. Hein. Est-ce que, en ayant été victime moi-même, est-ce que j'aurais pas une possibilité de voir les enfants qui sont en détresse? Mais si je me souviens de ma propre enfance, en vérité, quand on est abusé, on dépense toute son énergie à ce que personne ne s'en rende compte. Et donc ça explique que même moi, si je suis prof et je suis devant une trentaine d'enfants, je sais que dans cette trentaine d'enfants, il y a très probablement des enfants qui vivent des abus et je ne vais pas les voir moi non plus. Et c'est un des aspects vraiment terribles de cet enfer, en fait. C'est que c'est invisible. Et aujourd'hui, je pense que ce que je raconte à la fin du livre, que des fois j'ai des perceptions, en plus je ne suis pas très intuitive, mais quand même, je me rends bien compte, on a des failles, et souvent les gens qui ont des failles, ils ont la même que moi. Ça, c'est une chose qui peut se faire quand on n'est plus à dépenser toute notre énergie psychique et notre énergie intérieure à garder ce silence. Quelqu'un qui ne veut pas que ça se sache, ça ne va pas savoir.
c'est une perception que j'ai. C'est pareil, hein, c'est toujours des idées qui peuvent être remises en cause, qui peuvent être discutées. Hein. Mais c'est... Oui. Oui. Oui, oui, même avec ma propre fille. C'est ce qu'on, quand on s'intéresse un peu, par exemple, aux associations de prévention, qui essayent de faire de la prévention, Muriel Salmona, elle a un site internet qui est très bien, avec des bons conseils et tout. Elle dit que même son propre enfant, même si on lui pose la question une fois, ça suffit pas en fait. Il faut de temps en temps revenir et reposer la question. Et c'est pas parce que j'en ai parlé à ma fille une fois que si un jour ça lui arrive, elle va me le dire. Donc c'est vraiment, c'est très, 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 très puissant le silence qui est autour de ça. Merci. Merci beaucoup, Neige Sinou. Merci infiniment d'avoir été Merci. ici ce soir. Merci à vous. Vous allez signer, pour qui veut, vous allez signer votre livre à la librairie du théâtre dans quelques minutes. Merci encore.